la parole à nos camarades et à nos amis ici présents pour intervenir. Je leur demande à tous, mais ils le savent déjà, que nous voulons surtout vous donner la parole. Nous attendons de cet événement qu'il soit un échange, un débat, et par conséquent je demande à nos amis d'intervenir brièvement, qu'ils interviennent 5 ou 10 minutes de façon à lancer cette discussion et cet échange entre nous. Je confirme donc la présence de notre ami Thierry Blin de l'association Plan B, qui nous en parlera, du Front syndical de classe représenté par un historique, s'il m'autorise cette expression, Sylvain, de façon à faire ce lien entre l'histoire qui s'est faite en 68 à Renaud-Billancourt et les enjeux du syndicalisme aujourd'hui, du syndicalisme de lutte, de classe, de masse. Notre amie Marie-Christine Bourrican, qui je pense ne va pas tarder. Je vois déjà des camarades du réseau Faire Vivre et Renforcer le PCF qui sont présents. Il y a également notre ami Jean-Luc Pujol, des clubs Penser la France, un fidèle de nos réunions, que nous sommes très heureux de recevoir de nouveau. Stéphane Sirot, qu'il est inutile de présenter, un universitaire spécialiste des questions syndicales, auteur je le dis à titre personnel, d'une magnifique biographie de Maurice Thorez. Et enfin Georges Gastaud, qui est secrétaire national du pôle de renaissance communiste en France, du PRCF, qui interviendra pour clore ce débat. Donc, je pense qu'il est temps de commencer. Je donne la parole donc à notre ami Thierry Blin, qui va nous parler de son association et qui participera à notre débat. Pardon, excusez-moi. Oui, alors bonjour. Je remplace Thierry Blin au pied levé, donc Fabien Milin, bon ça rime avec Thierry Blin, mais donc je représente bel et bien l'association Le Plan B. Alors je suis tout jeune, notre association également, nous sommes constitués voilà, quelques semaines, nous rassemblons une cinquantaine déjà d'adhérents, rassemblant plusieurs militants d'organisations politiques et syndicales. Au niveau syndical, des membres de Solidaire, de la CGT, mais également au niveau politique du Parti communiste français, du Parti de gauche, du MRC et du MS21. Notre idée, c'est que pour avoir une politique alternative sur le plan social et écologique, là tout le monde m'entend, ouais. Pour avoir une politique sociale et écologique véritablement alternative, cela passe par une réappropriation des leviers de commande. Et là-dessus, la crise de l'Eurogroupe et l'exemple grec du premier semestre et conclu au mois de juillet vient l'attester. Nous n'avons pas malheureusement affaire dans le cadre des institutions de l'Union européenne à des partenaires qui viennent discuter sur des arguments raisonnés et raisonnables. On a affaire à des gens qui défendent une idéologie, le néolibéralisme, et qui font fi de tout gouvernement élu et qui peut avoir son mandat renforcé à l'issue d'un référendum. Donc notre projet, c'est de faire vivre au sein de nos organisations syndicales et politiques, mais également de nous adresser au plus grand public au sens large, de faire vivre les thématiques de souveraineté nationale et de souveraineté populaire, parce que la souveraineté populaire
passe nécessairement par la reconquête de la souveraineté nationale. Certes, une indépendance nationale, une réappropriation des leviers de commande au niveau national n'induit pas forcément une politique anti-austérité, de réappropriation de la sphère du travail sur la sphère du capital, mais ne pas être dans la réappropriation de ces leviers de commande interdit. En d'autres termes, pour ce qui est de la monnaie européenne, l'euro, il existe des politiques d'austérité en dehors des pays appartenant à l'Union économique et monétaire, en dehors de l'euro. C'est vrai. Mais il y a également des politiques de relance de l'économie, de l'activité, en dehors de la zone euro. Alors que là, l'exemple grec vient de l'attester, une politique anti-austérité est impossible dans le cadre de la zone euro. On a assisté à un véritable blocus monétaire. Donc notre projet, c'est de populariser cela, c'est de faire vivre le débat auprès du grand public sur la nécessaire reconquête de la démocratie, parce que la souveraineté, c'est l'instrument de la démocratie. La démocratie, c'est pas simplement voter pour telle ou telle personne, c'est donner du corps à ces différentes propositions. Donc, en sus de la dénonciation de l'euro et de l'Union européenne, nous mettons également en lien la façade militaire. Je rapproche encore, c'est mieux encore. Oui. Donc c'est à la fois la dénonciation du volet, on va dire, civil, donc l'euro, l'Union européenne, mais également du volet militaire, à savoir l'OTAN. Puisque lorsque l'on adhère à un pays de l'Union européenne, de façon concomitante et même préexistante, chaque candidat doit, on va dire, rentrer dans cette organisation militaire et belliciste. Voilà. Voilà pour on va dire, nos chapitres généraux, pour avoir... enfin, je vais peut-être passer la parole aux autres intervenants. On va laisser. Merci à Thierry Blin. Avant de passer la parole à Roger Sylvain du Front syndical de classe, je voulais vous rappeler, évidemment, j'ai omis de le faire tout à l'heure, mais elle est tellement incontournable qu'elle m'excusera, j'espère, la présence d'Annie Lacroix-Riz à notre tribune. Annie qui, par ses ouvrages, éclaire la nature de l'Union européenne, ses origines, etc. Je vous conseille vivement, bien entendu, la lecture de ces ouvrages qu'elle signera tout à l'heure. Qu'elle veuille bien accepter mes excuses. Et je donne la parole à Roger Sylvain du Front syndical de classe. Chers amis, voilà. À un moment où dans le pays, malgré les apparences, les choses irréales, UMP, PS, enfin, non. On sent qu'il y a des questions qui sont en train de se lever. On sent qu'il y a des questions qui sont en train de se lever, que ce soit sur l'Europe, sur l'avenir de notre propre pays. Il est important de s'attacher à l'évolution du mouvement syndical, notamment la CGT, la FSU pour le corps enseignant, puisque dans la construction d'une nouvelle société, le syndicalisme ne pourra pas être absent. À même titre, par exemple, que la CGT s'est réunifiée en 1943, à l'époque où CNR prenait naissance, au congrès du PRE, et a joué un rôle considérable entre 43, 44 et 45 pour arriver. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc, le mouvement syndical doit avoir sa place. Un certain nombre de camarades ont, en 2009, à partir de ce qu'on appelle les glissements, notamment de la CGT en ce qui concerne
l'organisation syndicale mythique des travailleurs en France, qui avait des glissements qui ont décidé de constituer une association, non pas avec l'objectif de faire un autre syndicat, mais avec l'objectif d'être dans la CGT une association qui posait les vrais problèmes. Je le dis parce que voilà, au-delà de ce que je pourrais vous expliquer, le Front syndical de classe vient d'éditer une brochure qui explique très bien comment, depuis 20 ans, les glissements sont intervenus les uns après les autres pour nous amener à la situation d'aujourd'hui, qui s'est traduit après il faut voir qu'un secrétaire général de la CGT, Lopan, 1 an et demi après avoir accédé à ce poste, s'est trouvé dégoûté, l'objet d'une intense bataille idéologique, qui d'ailleurs se poursuit. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Pour l'instant, j'en dirai pas plus. Cette revue, je vous la conseille. Il y a des camarades qui doivent la voir pour la diffuser dans cette assemblée. Mais je terminerai en disant, c'est dur en ce moment. Je pense aux jeunes. C'est dur pour un jeune, dans le milieu ambiant tel qu'il est, à l'entreprise, à l'université, pris sous la chape de plomb des idées dominantes qui sont le sauvetage du capitalisme. Ayez le moral. Je donne toujours 2 exemples. C'est mon père qui le racontait. Si au mois de mars 1936, lui qui travaillait 7 jours sur 7, comme policier sur métaux, qui était extrêmement pénible, et qui pratiquait depuis l'âge de 13 ans, me disait, si au mois de mars 1936, on m'aurait dit que 3 mois après, j'aurais 15 jours de vacances et que je travaillerais plus de 40 heures par semaine, il me dit, j'aurais dit, celui-là, il faut l'interner. Vous voyez comment, si vous voulez, les choses bougent. En ce qui me concerne personnellement, Renaud Billancourt a joué un rôle de déclencheur important dans les événements de 1968. La grève, nous l'avons déclenchée le 16 mai à 4 h l'après-midi, avec 5000 gars dans une tôle de 30 minutes. Mais je vous le dis, quand je suis parti de chez moi, le 16 mai au matin, j'étais loin de penser que j'allais coucher dans la tôle le soir. Et donc, qui me fait dire, pour ceux qui souffrent aujourd'hui, nous les retraités, on souffre comme tout le monde, mais c'est quand même pas pareil. Ceux pour qui c'est dur, qu'ils ne perdent jamais, jamais espoir. Voilà le message que je voudrais. Merci Roger, et je laisse maintenant la parole à Marie-Christine Burican des réseaux Faire Vivre et Renforcer le PCF. D'avoir organisé ce débat qui, je crois, s'imposait dans la situation parce que pour nous, le réseau Faire Vivre et Renforcer le PCF, qui sommes restés pour notre plus grand nombre membres du Parti communiste français, nous pensons que nous sommes dans une situation nouvelle et que ce qui s'est passé en Grèce et en Europe ces 2 derniers mois a ouvert une brèche notamment dans la pensée unique, celle qui dit eh bien qu'il faut faire une Europe sociale et qu'on va transformer l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a une accélération de ce point de vue-là et qu'il ne faut pas louper le moment dans lequel on est. Donc la question de la sortie de l'euro et de l'Union européenne comme un des outils, des moyens et des moments essentiels pour battre le capitalisme et pour aller vers une transformation de la société, et nous disons que nous voulons aller vers le socialisme, pour ce qui est de faire vivre et renforcer le PCF, je pense que cette question est aujourd'hui dans les têtes, et dans les têtes de gens qui ne l'avaient
avait pas avant. On a lancé une pétition qu'on a d'abord lancée en direction des communistes. Et je dirais pourquoi. Sur le thème, il faut ouvrir le débat sur la question de la stratégie contre l'austérité et donc sur la question de la stratégie du point de vue de notre position sur l'Union européenne et sur l'euro. Et nous avons des signatures de camarades que je n'ai jamais vu signer un texte, et y compris des camarades qui, il y a 2-3 ans, tenaient la position de la direction nationale du parti. Et donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Le débat sera obligatoire et il va l'être de plus en plus. Parce qu'après le 20 septembre, après les élections en Grèce, quel que soit le résultat de ces élections, et j'espère que les partis qui portent la bataille communiste vont monter, notamment le KKE, mais quel que soit le résultat de ces élections, les contradictions, pour ceux qui nous parlent de l'Europe sociale et qui disent vouloir combattre l'austérité, les contradictions vont s'exacerber. Donc on commence le chemin, mais il n'est pas fini, et je pense que c'est donc très important de se positionner. Alors, moi il y a 2 idées. Nous on fait notre boulot, on est communiste, on est dans le parti communiste, on se bat pour que le parti communiste change de position. Parce qu'il nous semble que si le parti communiste changeait de position, du point de vue des forces progressistes en France et en Europe, on franchirait un palier. Et on considère que notre boulot, c'est ça. Donc on se bat pour ça, on a une série d'initiatives prévues, de débats, dans lesquels je pense y compris que le PRCF et les camarades qui sont là aujourd'hui pourront prendre leur place. Mais moi je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. On nous dit, mais ça sert à rien de sortir de l'euro et de l'Union européenne si on ne sort pas du capital. Bon, bah, franchement, ça c'est une position gauchiste, et c'est la position de lutte ouvrière. Parce que de toute façon, pour sortir du capital, il faut mener des combats où on lui reprend ses moyens d'agir et ses pouvoirs. Et l'Union européenne et l'euro sont une construction du capital, sont l'arme du capital aujourd'hui. Donc nous on dit il faut sortir de l'UE, il faut sortir de l'euro, de la même manière qu'on dit il faut nationaliser les grands moyens de production et les banques. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et après je m'arrête, c'est qu'il y a eu une grosse bataille, et on en avait encore les traces aujourd'hui, enfin jeudi dans l'Humanité Hebdo. Il y a une grosse bataille sur l'idée, ceux qui veulent sortir de l'euro, ceux qui parlent de la souveraineté nationale, c'est l'extrême droite, c'est le Front National. Alors, je pense qu'il faut il y a une construction de gauche pour la sortie de l'euro, enfin, j'ai envie de dire une construction communiste sur la question de la sortie de l'Union européenne. Mais moi je pense qu'il faut être sans faille avec ça et dire clairement, et nous l'avons fait, qu'il n'y a pas d'entente possible avec le Front National, parce que le Front National veut sortir de l'euro et de l'Union européenne et parle de la nation de la même manière que Pétain parlait de la patrie quand il la vendait. C'est la même chose. Donc il faut vraiment être très clair là-dessus. Et comme il y a eu un petit débat qui n'a pas non plus pénétré les foules, mais il y a quand même eu un petit débat sur ce qu'a dit Sapir, dont j'apprécie par ailleurs un certain nombre de positions, parce que c'est aussi quelqu'un de courageux. Moi je veux dire qu'il ne faut rien faire et rien dire qui puisse donner une once de légitimité au Front National, parce qu'autant on veut avoir le débat avec les électeurs du Front National, dont on sait qu'une partie devrait se détacher de ce vote-là, y compris pour voter pour nous, je veux dire, mais pas seulement pour voter, pour travailler avec nous, pour militer avec nous, etc. Autant on doit se rappeler de 2 choses, c'est que chaque fois qu'on a considéré que les partis d'extrême droite n'étaient pas dangereux, n'étaient pas vraiment fascistes, etc., on se les a pris dans la gueule, et méchamment. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut mesurer ce qui se passe dans le pays, la violence des rapports sociaux, des rapports entre les gens, et ce que ça libérerait dans le peuple lui-même si le Front National accédait à un début de pouvoir. Et il y a des camarades qui sont dans des communes dirigées par le Front National, ils peuvent en parler. Voilà, je m'arrête là. Je crois que la mise au point concernant l'extrême droite rejoint tout à fait la nôtre et qu'elle rejoint l'opinion de tous nos amis qui sont en train de nous écouter.
Je donne la parole à Jean-Luc Pugeot des clubs Penser la France. Merci, Georges, je vais me lever. Donc je veux d'abord, en propos liminaire, bien sûr, dire un très grand merci. Merci au PRCF, merci à Georges Gastaut, et bien sûr merci aux militants communistes, car ils sont pour nous toujours exemplaires, et bien souvent nous donnent le sacré leçon de militantisme et de courage. Donc merci à vous. Il y a deux ans, nous étions réunis ici même, cher Georges, pour réfléchir sur la constitution d'un nouveau CNR. Et j'introduisais mon propos en disant le motif de trois grandes colères qui étaient la mienne. Je parlais de la Syrie, déjà, de la Côte d'Ivoire, suite à la Côte d'Ivoire, le Libye et le Mali. Je parlais de l'affaire Snowden, de l'avion du président Morales et des écoutes de la NSA, déjà. Et je rappelais les propos absolument scandaleux de certains responsables du Front National, de l'UMP et du ministre de l'Intérieur de l'époque concernant les Roms. Et je disais combien ces propos m'avaient choqué. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, rien n'a changé, sauf en pire. Manuel Valls, bien sûr, est devenu Premier ministre, la belle affaire. Un Premier ministre libéral autoritaire dont la France aurait pu largement se passer. Jamais autant d'actes racistes et antisémites dans notre pays, jamais autant de licenciements, jamais autant de reniement de notre réalité collective à la France. Alors je pourrais dire aujourd'hui que ma colère est intacte. Les attentats de Charlie Hebdo et de la supérette cachère de Vincennes et l'immense mobilisation Je suis Charlie, aussi insupportable politiquement qu'était respectable l'émotion vraie de beaucoup de Français malheureux, les bateaux Mistral qui ne seront pas livrés à la Russie en reniement complet de la parole de la France, une diplomatie sidérante en Ukraine, en Syrie, en Afrique subsaharienne, la réforme honteuse du collège avec l'abandon des fondamentaux qui structurent notre culture, une loi sur le renseignement pour mieux surveiller les Français, et durant tout ce temps, sans que personne ne s'en émeuve véritablement, depuis des mois, voire plus d'1 an, des milliers de morts africains échoués sur nos plages européennes. Alors bien sûr, aujourd'hui et récemment, des dizaines de milliers de migrants devenus par la magie d'un storytelling d'envergure, des réfugiés forcément plus sympathiques. Et toujours nos médias totalement corrompus et manipulateurs. Face à tout cela, le sentiment général qui domine est bien celui d'une immense improvisation, d'une réelle impuissance, d'une absence de politique et tout simplement d'une absence de gouvernement. Nous ne savons plus qui décide ni qui gouverne. Oui, c'est cela, le sentiment de l'effondrement général de la France. Alors il faut nous interroger. Comment expliquer ce sentiment partagé par la plupart de nos concitoyens? Nous devons nous interroger sur ce moment historique, nous interroger sur la France, sur la réalité qui est la nôtre, et bien sûr tenter de réfléchir sur les moyens du sursaut. Alors justement, comment décrire le moment historique qui est le nôtre? Il me semble que nous pourrions rapidement définir 3 points. Premier point, la France n'est plus une nation libre, car elle est une nation sous contrainte. Je développerai. Nous vivons dans le même temps le délitement accéléré de la nation, de notre sentiment d'appartenance collectif. Nous vivons enfin, 3e point, sous une injonction économique existentielle qui dénature les fondements du contrat social. Je consomme, donc je suis. Alors la France n'est plus une nation libre, mais elle est sous contrainte. C'est mon premier point. La France d'aujourd'hui n'est plus la France telle que nous la connaissions sous, par exemple, le général de Gaulle. Depuis, notre pays a d'abord été placé sous influence grandissante des États-Unis. Aujourd'hui, notre nation est sous contrainte. Cette contrainte, elle est double. C'est tout d'abord, bien sûr, une contrainte militaire. Nous avons rejoint de notre propre chef le commandement militaire intégré de l'OTAN, avec Nicolas Sarkozy, et François Hollande Hubert Védrine ont estimé ne pas devoir revenir sur ce choix. Notre armée est sous contrôle OTAN, notre diplomatie est sous domination américaine, selon le précepte évident que le militaire fait le diplomate. Contrainte économique et financière, et bien sûr, deuxième point, nous avons perdu notre monnaie nationale pour une monnaie européenne en zone dollar. Ce qui veut dire
et qui se traduit parce que la Banque Centrale Européenne est soumise aux desiderata de la Banque Centrale Américaine, notre endettement public nous soumet à une logique économique dictée par le système dollar. Troisième point qui définit notre période, nous vivons dans le même temps le délitement accéléré de la nation, de notre sentiment d'appartenance collective. Nous vivons l'atomisation des catégories populaires. Nous nous définissons de plus en plus par nos appartenances ethniques et religieuses. Nous encourageons la segmentation communautariste en illustration d'une world culture forcément moderne face à une pauvre culture populaire française forcément ringarde. La princesse de Clèves, à quoi bon? Alors, nous détruisons en plus tous les lieux de fabrique du lien collectif national et nous vantons tous les lieux de célébration d'appartenance identitaire primitif. L'élan général de cette culture mainstream est à la mondialisation, au mouvement au voyage. C'est le message que l'on nous déverse soir et matin dans la plupart des médias branchés, Canal+ étant le summum de cette abjection. Je vous renvoie pour ces développements vers le livre de Jean-Claude Bichéa, Le complexe d'Orphée, la gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès, chez Marion, ou les travaux du sociologue Jean Viard, Le nouvel âge du politique. Troisième point définissant notre période, enfin, nous vivons sous une injonction économique existentielle qui dénature les fondements du contrat social. Je consomme, donc je suis. Ce principe devient l'alpha et l'oméga de tout comportement, c'est le nouvel impératif catégorique. Il se décline alors à travers la figure d'un nouvel individu, mu par un nouveau type d'injonction. Tout doit être fait pour occuper, décrocher un emploi. Tous les individus sont en concurrence pour occuper cet emploi devenu rare, d'où une concurrence exacerbée entre les individus. Tout est bon pour décrocher le job et bien sûr garder le job. Enfin, le tout étant verrouillé par une politique d'endettement généralisé de tous nos ménages via des prêts à la consommation auto-mérifiques qui font obligation à chaque individu, sous peine de mort sociale, d'accepter l'emploi, les conditions de travail de plus en plus précaires pour pouvoir consommer, rembourser, s'endetter. Jean-Luc, c'est passionnant, mais est-ce que tu peux tenir les 10 minutes? Je suis à combien là? C'est 12. Je vais avoir une 10 minutes. Vas-y. Alors je présente toutes mes excuses, je vais essayer. Bon. Tu vas couper la chic, donc je sais pas comment on dit. Voilà, merci. Dans l'idée, alors je reprends le plan général, c'est tout, je n'avais pas développé. L'idée c'est tout simplement que de ce moment caractéristique, je voulais développer un second point sur le fait que la réponse à apporter passe inévitablement par, vous l'avez compris, domination militaire, par cette priorité. C'est-à-dire qu'il nous faut libérer la nation. Libérer la nation, ça veut dire premier point de toutes les sorties, c'est la sortie de l'OTAN, sur laquelle nous nous incitons constamment. La sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne n'est que secondaire en fait, puisque c'est le militaire qui nous impose tout. Si nous n'avons pas l'autonomie militaire, nous n'avons pas de diplomatie, et donc la première des sorties, c'est bien celle de la sortie de l'OTAN. Je souhaitais répondre à la question qui était posée dans le thème d'aujourd'hui, à savoir qu'il me semble, je faisais la démonstration, que entre la résistance de gauche et la résistance de droite, puisqu'il y a une résistance de droite, ce qu'on appelle les souverainistes, dont je rejetais, je vous expliquais pourquoi, je rejetais la fausse résistance du Front National, mais donc se limiter à la résistance des héritiers du gaullisme, qui sont, il en reste quelques-uns, si peu, mais expliquer très bien que par les deux déclinaisons, à savoir les deux pans de la libération passent par une libération militaire et à la fois la modification substantielle du système économique et financier. Et je disais, je démontrais que cette sortie, ce couplage-là, n'était maîtrisable que par la gauche, puisque la gauche, historiquement, je citais le livre de Georges Gastaud, expliquait très bien qu'il y a toujours eu un mariage pendant plus de 150 ans entre la gauche historique et la nation, et c'était... Et que voilà, que la sortie, et que donc cette sortie ne pouvait se faire que par la gauche. Et ensuite, bon, la formation politique, elle s'expliquait par la déclinaison que nous faisons maintenant depuis des années, le nouveau CNR. Merci beaucoup Jean-Luc, tu voudras bien pardonner cette interruption, mais que veux-tu? Voilà, le débat a des règles, nous sommes un petit peu contraints par le temps.
Je donne la parole à Annie Lacroix-Ries. Reprendre quelques éléments qui ont été dits pour insister sur l'importance de la connaissance sur l'importance de la connaissance historique pour se guider dans la période actuelle. En particulier, ce qui a été dit à propos du Front National et de la nécessité d'être particulièrement clair sur la question. Il y a un texte célèbre de Thorez, le texte sur la main tendue de 1936, où Thorez fait le distinguo évidemment entre ce qu'il appelle travailleurs catholiques, nous te tendons la main, dans une période où le travailleur catholique est sous la coupe des institutions cléricales et du Vatican. Travailleurs, croix de feu, nous te tendons la main. Il n'a jamais été question, bien entendu, de la moindre amorce d'alliance avec les organisations fascistes, et je trouve que c'est une donnée très importante. La destruction des organisations ouvrières, politiques et syndicales, apporte une grande confusion, ce qui fait que des gens de très bonne foi, qui ont erré d'ailleurs eux-mêmes dans la voie européenne et qui sont revenus, c'est très bien, à tout péché miséricorde, à une analyse plus conforme aux réalités, se trompent parce qu'il n'y a plus cette orientation collective, ce guide collectif, cet intellectuel collectif qui nous a tant aidés pendant des décennies et qui aujourd'hui fait défaut. Je ne reviendrai pas sur la nature de l'Union européenne puisque j'y consacre beaucoup de travaux. Je voudrais juste, parce que Roger a beaucoup insisté là-dessus, et je présume évidemment que Stéphane y reviendra, insister sur le caractère crucial de la question syndicale. Et je dois dire ici à quel point, bien que ça m'ait créé un travail supplémentaire qui posait problème, j'ai été sensible à la pression que vient d'exercer sur moi la Fédération des industries alimentaires, qui depuis des années était très préoccupée du rôle des scissions, de l'atteinte portée à la Fédération syndicale mondiale, de ce qu'a représenté la réussite américaine, la réussite de l'impérialisme dominant, hyper dominant, qui a consisté à casser l'expérience d'une idée syndicale internationale et à constituer la Confédération internationale des syndicats libres, ou baptisée telle. J'y insiste beaucoup car la Confédération européenne des syndicats est le surgent direct de cette scission, et parce qu'on mesure avec la réussite de cette scission les effets de long terme, les ravages de cette scission et le fait que nous payons dans les décennies actuelles cette scission. Bon, c'est pour ça que va paraître en octobre une contribution là-dessus. Je remercie beaucoup les camarades qui ont qui, sur le plan de la direction, animent encore des fédérations, de la CGT, du souci qu'ils prennent, en particulier de la formation de leurs militants, de cette formation qui a manqué pendant si longtemps et qui est si indispensable, notamment pour se battre contre, au fond, ce que Lénine décrivait dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, c'est-à-dire ce processus de corruption qui fait qu'à un moment donné, une fraction de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier se met à jouer les auxiliaires de la classe ennemie. On est là, on n'est pas nombreux, mais on est de plus en plus à en prendre conscience. Chacun aussi prend conscience du rôle personnel qu'il a joué
dans la diffusion de la vérité historique et du bon sens politique. Je m'en réjouis et je dois dire que cette réunion est très satisfaisante tant par sa composition que par le public quand même, plus important qu'il y a quelques années. Voilà. Merci beaucoup Annie. Et sans tarder, je laisse la parole à Stéphane Siro. Bon, je commencerai en disant que j'ai peut-être deux petits handicaps par rapport à la plupart de ceux qui sont à la tribune. D'une part, je ne représente que moi-même. Et d'autre part, moi aussi je fais de l'histoire et je suis donc censé être objectif. Mais je vous rassure, même les historiens dits objectifs, et surtout eux, c'est-à-dire ceux qui généralement, lorsqu'ils s'autoproclament objectifs, sont plutôt conservateurs et de droite, ils font donc beaucoup de politique. Donc je ferai de l'histoire, mais aussi de la politique. Alors, est-ce qu'on peut sortir de l'Union européenne et de l'euro par la gauche? La question posée par le débat, la réponse a été apportée à plusieurs reprises et j'y adhère. Il est évident qu'il faut en sortir, et forcément par la gauche, parce que sinon, de fait, ça a été dit tout à l'heure, on en sortira par l'extrême droite, et il est évident, c'est pas la peine de vous le préciser, que ça ne pourra être autre chose qu'un désastre pour les catégories populaires et pour le mouvement syndical et la gauche en général, enfin tout du moins la gauche digne de ce nom. Donc oui, il faut en sortir. Il faut aussi, bien évidemment, je vais y revenir et expliquer un petit peu les raisons qui m'amènent à penser cela. Il me semble aussi que les organisations syndicales, telles la CGT, qui ont adhéré à cette Confédération européenne des syndicats, doivent en sortir. Cette Europe et cet euro, mais aussi cette Confédération européenne des syndicats sont, pour paraphraser Annie, sont un carcan. Sont un carcan, et un carcan dont l'histoire nous enseigne qu'au fond, quels que soient les domaines, quelles que soient les périodes, l'ordre dominant passe son temps à dresser des carcans, à construire des carcans, à dresser des choses-trappes sur la route du mouvement ouvrier en permanence depuis le 19e siècle. Et je dirais qu'une des dernières trouvailles qu'il a trouvées dans ce domaine, et qui de fait, on le voit bien, est un carcan particulièrement efficace, puisqu'je vais y revenir, il empêche très largement les organisations syndicales de penser l'avenir. La dernière trouvaille, c'est effectivement l'Union européenne et c'est effectivement l'euro. Cette Union européenne et cet euro, c'est à la fois, me semble-t-il, un problème et un symptôme. Un problème parce que, d'une part, il y a ce carcan que je viens d'évoquer, et d'autre part parce que, je dirais, on peut dire que ça fait un demi-siècle qu'au fond, le Parti communiste et la CGT se sont grosso modo, bon an mal an, convertis à l'Europe. C'est vieux, c'est ancien, ça fait un demi-siècle, c'est pas nouveau. Pour ce qui concerne la CGT, que je connais mieux encore que le Parti communiste en tant que chercheur, à partir en gros de 1965, on peut le dater de cette année-là, la CGT considère que l'Europe est un fait. Voilà, c'est un fait, elle existe et il faut donc faire avec. À partir du moment où, bien évidemment, on commence à avoir ce type de raisonnement, faire avec, ça veut dire forcément faire à l'intérieur de cadres prédéfinis par cet ordre dominant qu'on est censé, en tant qu'organisation syndicale, déconstruire, voire détruire. Et d'ailleurs, c'est concomitant tant au sein du Parti communiste que de la CGT, avec la prise de distance qui commence à s'opérer dans la période post-taurésienne avec les systèmes soviétiques, et à l'intérieur de la CGT, avec la prise de distance qui commence aussi à s'opérer, avec les critiques qui sont de plus en plus formulées par la CGT à l'intérieur de la FSL. Donc on est face à un problème qui est au moins cinquantenaire. C'est un problème et c'est un symptôme, je disais à l'instant. Un symptôme de quoi? Un symptôme, me semble-t-il, d'une question qui me paraît être, pour le mouvement syndical, et sans doute aussi pour les partis politiques qui se réclament encore de la gauche, un symptôme de l'institutionnalisation. Cette institutionnalisation qui me paraît être aujourd'hui au sein du mouvement syndical en général et de la CGT en particulier, la mère, peut-être pas de toutes les batailles, mais en tous les cas, je suis pas loin de le penser. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a produit, cette institutionnalisation? Elle a produit une série de choses que je vais lister rapidement. Elle a produit le dialogue social. C'est-à-dire, au fond, sous couvert d'accord donnant-donnant, elle a produit des discours
que l'on peut lire tous les jours au travers de la grande presse, et j'en parle parce que je le lisais quelques jours avant de venir ici, dans la bouche, ou plutôt sous la plume d'un économiste si souvent interrogé par la grande presse et qui s'appelle Patrick Artus, qui expliquait que finalement l'un des problèmes du chômage en France et du sous-emploi des catégories précaires, c'est parce que le SMIC en France correspond à 20 points au-dessus de ce qui serait dans une moyenne internationale, si tant est d'ailleurs que le SMIC existe au Burkina Faso. Mais en tous les cas, il nous expliquait cela, donc 20 points au-dessus. Ce qui veut dire qu'il faudrait donc réduire de 20 points le SMIC. On est quasiment au seuil, face à cet ordre dominant qui ne reçoit pas en retour les critiques qu'il devrait recevoir ou la déconstruction qu'il devrait recevoir. On est au seuil d'un discours qui va bientôt nous expliquer que finalement, pour résoudre le chômage, la meilleure solution serait supprimer les salaires. En effet, moi-même, je serais presque disposé à embaucher un chauffeur pour me ramener à Lille ce soir, peut-être même un cuisinier qui me ferait mon repas avant de me coucher, peut-être même une femme de chambre qui viendrait me border, si tant est qu'elle n'est pas payée, et donc de fait, moi-même, je créerais 3 emplois. Mais c'est à peine une boutade dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le deuxième obstacle que crée, me semble-t-il, cette institutionnalisation que j'évoquais, c'est la prise de distance vis-à-vis des pratiques de lutte qui va avec. Parce que, à mesure qu'il s'est institutionnalisé, le mouvement syndical a commencé lui-même à déconstruire les pratiques de lutte sur lesquelles il s'est appuyé en France, puisque c'est ça notre histoire. Roger l'a dit. Hein, notre histoire, c'est celle des grands mouvements sociaux qui sont bien entendu, et heureusement, dans la situation actuelle, qui ne sont pas décrétés par des appareils politiques ou confédéraux. Mais, en tous les cas, le mouvement syndical français ne s'est pas construit sur l'institutionnalisation, il s'est laissé déconstruire par l'institutionnalisation, mais lui-même s'est construit par les luttes. Troisième point sur lequel l'institutionnalisation me paraît poser problème, c'est qu'il engendre aussi la propre institutionnalisation du mouvement ouvrier à l'intérieur de cette institutionnalisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais prendre deux chiffres que j'ai relevés il n'y a pas très longtemps. Jusqu'aux années 50, vous prenez la CGT, jusqu'aux années 50, il y a une douzaine de secrétaires confédéraux avec 20 à 30 conseillers qui les entourent. Entre le milieu des années 60 et le milieu des années 80, c'est-à-dire le moment où véritablement la CGT et le syndicalisme entrent à plein régime dans le système d'institutionnalisation, on passe de 12 secrétaires confédéraux à 17 et d'une trentaine de collaborateurs à 150. Et donc, là on est un peu dans Roberto Michels, hein, des appareils qui engendrent des appareils qui ne cessent de grossir et qui s'entretiennent perpétuellement et qui sont aussi entretenus bien évidemment à dessein par le système d'ordre dominant qui n'hésite pas d'ailleurs à les financer telle une armée mexicaine. Dernier point, cette institutionnalisation produit aussi une forme de d'incapacité à penser au-delà du cadre de l'existant, au-delà du cadre dominant, et l'incapacité à mettre les mots sur ce qu'il faudrait pour en sortir. Et on en est là aujourd'hui dans le mouvement syndical. Il me semble qu'il y a donc urgence à l'intérieur du mouvement syndical et à l'intérieur de la CGT plus particulièrement en vue de son prochain congrès, de débattre de ces questions-là, et donc de poser la question de la désinstitutionnalisation. Alors j'ai été content de voir d'ailleurs dans le dernier numéro d'Ensemble, qui est le journal de liaison des militants de la CGT, une interview en double page de Martinez qui s'intitulait en gros, de mémoire, il faut moins d'institutionnalisation. Pour une fois la question est posée, je dirais que ça faisait au moins 25 ou 30 ans qu'à l'intérieur de la CGT le mot même d'institutionnalisation était, j'allais dire, persona non grata, c'est déjà pas mal de le remettre au goût du jour. Je dirais même que d'une certaine façon poser la question c'est y répondre. De l'institutionnalisation, il y en a trop, de la désinstitutionnalisation, il n'y en a pas assez. Et le débat qu'il y a à l'intérieur de la CGT, me semble-t-il, va être assez rude sur ce point de vue. Il est évident qu'il existe des forces très importantes à l'intérieur notamment de la maison confédérale qui n'ont aucune envie que les choses changent. Lorsque ce congrès va se tenir, et lorsqu'il se sera achevé, il me semble que
l'alternative est assez simple. Soit en effet il choisit cette voie nouvelle qui mènerait éventuellement vers cette désinstitutionnalisation que j'évoquais, ou alors rien ne changera. Et si rien ne change, la question va se poser de savoir que fait-on ? Que fait-on et que font les syndiqués? Parce qu'il existe des organisations syndicales, la CGT, la Fédération syndicale unitaire, les syndicats sud, dans lesquels sont posées ces questions. Parce qu'il y a beaucoup de militants dans les tréfonds des forces syndicales qui sentent bien que ce problème de l'institutionnalisation, tant qu'il n'aura pas bougé, tant qu'on n'en sera pas sorti, est un carcan qui, produit par l'Europe et aussi fort que l'Europe elle-même d'ailleurs, fera que le mouvement syndical sera en incapacité de penser autre chose. Et donc, il faudra, me semble-t-il, se poser la question dans les organisations syndicales auxquelles chacun d'entre nous ou d'entre vous appartient, comment fait-on si les organisations syndicales auxquelles on appartient se refusent à trancher cette question dans un sens constructif? Est-ce qu'il ne faudra pas imaginer des formes de regroupement qui permettront à des militants, à des syndiqués qui dans leur organisation se posent ces questions, refusent de voir se perpétuer ce carcan institutionnel, qui est des moyens, des lieux de rencontre de ces militants. Pour conclure cette partie de présentation à Georges Guestos, secrétaire national du pôle de Renaissance communiste, et ensuite nous passerons au débat. Bien, alors je vais tenter de rivaliser avec les sonorités cubaines du stand d'à côté, qui sont d'ailleurs fort sympathiques. Bon, et bien voilà, ça s'appelle la concurrence libre et non faussée entre militants et organisations. Alors cela est... Non, on est sympathisants, on trouve tout à fait sympathique ce que fait la FILPAC CGT à côté. Alors moi je me retrouve énormément dans tout ce qui vient d'être dit, donc je vais essayer de ne pas tout répéter. Je crois d'abord que la première des choses, c'est de voir le moment actuel. Et le moment actuel dans notre pays, il est marqué par cette extraordinaire leçon de choses qui a été donnée par l'affaire grecque. Tout le monde vient de voir que contrairement à ce que disait la direction du parti de la gauche européenne, présidée, je le rappelle, par Pierre Laurent, eh bien il n'est pas possible, il n'est tout simplement pas possible, et même, il n'est même plus décent de prétendre que l'on peut fabriquer une Europe sociale à travers l'euro et à travers l'Union européenne. Ça c'est la première des choses à voir. Il y a un événement majeur ici qui vient de se produire, il est dramatique qu'il se fasse au détriment du peuple grec, mais c'est aussi le prix peut-être à payer pour que tous les peuples comprennent bien que l'Union européenne est une dictature supranationale qui est tout à fait aux mains du grand capital et qui est actuellement aussi le moyen de recycler l'impérialisme allemand et de faire de cet impérialisme le véritable vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en tant que fils de résistance, je ne peux pas ne pas déclarer ici ma tristesse, voire mon indignation par rapport à ce genre de choses et à l'attitude littéralement reptilienne de François Hollande par rapport à Angela Merkel. C'est la même que celle de Valls par rapport au MEDEF, ça ne saurait vous surprendre, puisque dans ce pays, la classe dominante a une longue tradition de collaboration, écrivez-le avec un C ou avec un K, si vous voulez, avec les forces dominantes extérieures. Et qu'au contraire, la classe dominée que nous représentons, la classe ouvrière, a une longue tradition aussi, et il est bien triste que le gauchisme refuse de le voir, une grande tradition à la fois patriotique et internationaliste. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. La deuxième des choses que je voulais dire, chers amis et camarades, c'est que le pôle de Renaissance communiste est ici quand même heureux de constater que, alors qu'il était seul, ou en tout cas à contre-courant, en 2004, quand il a été créé, sur cette idée qu'il fallait unir les deux drapeaux, le drapeau rouge de la classe ouvrière, frappé des outils du communisme, et le drapeau tricolore de la grande révolution française, alors qu'il était un peu seul, surtout pour dire qu'il fallait sortir de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN, pour pouvoir sortir du capitalisme. Aujourd'hui, ce courant, si petit que nous soyons, c'est ça l'avant-garde aussi, on jette des graines et puis elles poussent, elles germent peut-être bien au-delà de nous. Ce courant est en train de devenir un courant de masse dans notre pays et il dépend de nous, en nous rassemblant entre communistes, mais aussi entre communistes et non communistes, républicains, patriotes, antifascistes et ainsi de suite, d'en faire une véritable alternative visible, une véritable alternative, et c'est ce que nous avons tenté de faire déjà le 30 mai dernier en nous rassemblant près de l'Assemblée nationale. C'est pour ce premier pas que, loin de renier, je considère comme extrêmement important, comme une étape historique du regroupement des communistes, du regroupement des républicains, des syndicalistes de lutte et des antifascistes. La deuxième chose que je voulais dire,
surtout pour réintervenir sur cette question des deux drapeaux. Elle est extrêmement importante. Certains me disent les drapeaux, ça n'a pas grande importance, ce sont des emblèmes, et ainsi de suite. Oui, mais les emblèmes et les symboles résument la lutte de classe. C'est le moyen aussi pour les peuples de se repérer. Dans un pays où on a tout cassé, où tous les repères ont été démolis les uns après les autres, il est important que ces deux repères majeurs, que sont d'une part le drapeau de la nation, qui est aussi, ou nous ne l'oublions pas dans notre pays, celui effectivement de la Révolution française, mais aussi des francs-tireurs et partisans des FDP-MOI, et que le drapeau, par ailleurs, de la classe ouvrière, avec les outils, nous ne faisons pas du drapeau rouge une icône, nous en faisons le symbole de cette alliance entre la classe ouvrière et les paysans. Regardez ce qui se passe dans notre pays qui est plus que jamais nécessaire, et pas seulement d'eux, bien entendu, contre le grand capital, contre l'oligarchie. Donc c'est extrêmement important, et pourquoi aussi sur le plan tactique? Je me retrouve totalement dans ce qu'a dit tout à l'heure Marie-Christine Burican sur cette question qui est tout à fait capitale. Il nous faut nous battre à la fois sur deux fronts. D'une part, les partisans maastrichtiens, le parti maastrichtien unique, le maudit PMU où le peuple perd toujours, c'est-à-dire le parti socialiste, d'une part, mais aussi bien sûr le parti sarco-républicain, ou sarco-plicain, je ne sais pas comment il faut l'appeler, quelques-uns disent républicain. Eh bien ce parti maastrichtien unique d'un côté, et de notre côté bien sûr, le Front National, le Rassemblement Bleu Marine et ceux qui sont tentés de rejoindre, par exemple dans la droite forte de l'UMP, voire le chef tout court de l'UMP, Sarkozy. Nous avons une tenaille contre le peuple français, qui broie le peuple français actuellement. D'un côté, ceux qui veulent casser la nation, la détruire définitivement, construire les États-Unis d'Europe sous domination germano-américaine, sous la domination de l'OTAN, comme l'a très bien dit Jean-Luc. Et de notre côté, ceux qui veulent représenter une conception parfaitement réactionnaire, fasciste, rétrograde, xénophobe de la nation, qui est le contraire même de la construction historique de la France, comme l'a très bien rappelé tout à l'heure Jean-Luc, qui est au contraire une construction bâtie autour des Lumières, de la Révolution française, de la Commune de Paris, du Front populaire, du Conseil national de la résistance. Pour moi, voilà ce que c'est que la France. Voilà ce que c'est que la France des travailleurs que chantait Jean Ferrat. Et sa personne, ni Madame Le Pen sur l'extrême droite, ni le gauchisme sur l'extrême gauche, ne nous la fera renier. Et ce que je veux dire aussi, par rapport à cela, et j'essaie d'aller un petit peu plus vite, c'est que ici nous sommes, non pas pour nous autoproclamer le Parti communiste, le PRCF n'a pas cette prétention ridicule, nous sommes ici pour essayer de reconstituer un pôle de renaissance communiste qui, autour de lui, cherche à unir au maximum, d'une part, eh bien, les communistes véritables, ceux qui d'une manière ou d'une autre n'ont pas renoncé aux fondamentaux de la lutte de classe, pour réunir aussi largement que possible eh bien, tous ceux qui font front dans les syndicats sur des bases de classe et de masse, celles qui ont fait les grands succès du passé. Rappelons-nous que lorsque nous nous battions sur des positions de classe et de masse, cela donnait 1936, cela donnait les congés payés, cela a donné les grandes luttes et les grands acquis de la libération, cela a donné mai 68. Voilà ce que c'est que le syndicalisme de classe, c'est la période où nous gagnons. Tandis qu'au contraire, depuis que nous renonçons aux fondamentaux de la lutte de classe, nous accumulons les défaites. Voilà le problème de fond. Ce n'est pas une question purement idéologique, d'identité, de purisme, je ne sais trop quoi. C'est une question d'efficacité dans la lutte de classe, pour que les travailleurs, effectivement, ne soient pas les éternels perdants, les éternels battus du système capitaliste, les éternels cocus de la social-démocratie, et de ceux qui leur filent le train aujourd'hui, et qui ne sont pas tous socialistes de nom. Donc, il est ici extrêmement important de bien le voir. Il faut réunir les militants communistes. Et cette lutte va passer par le rassemblement sur ce que nous appelons, nous, les 4 sorties. Sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, sortie du capitalisme. Bien entendu, ici, il n'y a pas de priorité absolue. Par tous les moyens, il faut sortir de ces 3 carcans. Et s'il est possible de sortir de l'un plutôt que de l'autre, eh bien nous sommes preneurs. Mais bien entendu, notre stratégie finale, c'est la sortie du capitalisme. Nous le disons clairement, pour nous, nous restons communistes fondamentalement. C'est la révolution socialiste, c'est la révolution populaire, c'est la possibilité pour notre pays, effectivement, d'être dirigé par la classe qui nourrit ce pays, qui le fait, qui le fabrique au jour le jour, c'est-à-dire par la classe des travailleurs salariés et tous ces alliés qui peuvent être très nombreux dans le pays. Ça, je crois aussi qu'il faut bien le saisir. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de muraille de Chine entre d'une part ce que nous appelons le front antifasciste, populaire et patriotique, et d'autre part la bataille pour le socialisme. Si effectivement Maastricht a été construit depuis des années, l'Europe a été construite depuis des années, c'est bel et bien autour de cette définition de l'Europe. Rappelez-vous l'article 6 du traité de Maastricht qui est passé ensuite au traité de Lisbonne.
et qui dit, écoutez bien ceci, c'est parfaitement au sens où l'emploie la bourgeoisie totalitaire, c'est-à-dire l'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée. Comment ne pas voir que c'est tout simplement l'interdiction totalitaire du socialisme qui est gravée aujourd'hui dans les institutions européennes et que ceux qui veulent par conséquent aller vers le socialisme et combattre le capitalisme doivent donc non pas réformer, non pas amender, non pas améliorer l'Union européenne, mais la faire voler à l'éclat. Disons carrément les choses, c'est une dictature ne s'amende pas, une dictature se combat et une dictature s'abat. Je termine en disant qu'effectivement il est tout à fait essentiel qu'ici se fasse ce lien aujourd'hui entre d'une part des forces qui ne sont pas nécessairement communistes, même si j'ai compris que dans le plan B il y avait aussi des militants communistes, des forces qui se réclament effectivement de la tradition républicaine, y compris gaulliste. Rappelons-nous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, même si c'était sur des bases fort différentes au départ, eh bien, il y a quand même eu la convergence entre ceux qui voulaient défendre la France et ceux qui voulaient collaborer avec les nazis. Et donc c'est très important aussi que ça existe. Et en même temps, et bien sûr, avec le syndicalisme de classe, car que serait la classe ouvrière sans cette jonction des politiques et des syndicalistes? C'est une erreur centrale pour le syndicalisme que de penser que l'indépendance, c'est de couper avec la politique, que de couper avec l'idéologie, comme l'a très bien dit au fond tout à l'heure Stéphane, de couper avec l'idée d'un changement de société. Tant que le syndicalisme a porté cette idée du changement de société, qui était inscrite dans les statuts de la CGT, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production, le syndicalisme était à la tête de nombreuses luttes, il était gagnant, parce que tout simplement, comme le disait Lénine à une certaine époque, les réformes sont la retombée de la lutte révolutionnaire. Et si on veut obtenir des réformes, il faut se battre pour la révolution et non pas dire d'emblée « je veux des réformes et la révolution, on verra bien un jour ». Battons-nous pour les réformes naturellement, mais avec l'objectif de la révolution. Et c'est comme ça que nous aurons la révolution et les réformes. Bon, donc d'une certaine façon, il y a ici à bien prendre conscience de ce genre de choses. D'autant qu'effectivement, je finis vraiment pour le coup là-dessus, j'essaie de gagner un petit peu une minute ou deux, parce que je vois qu'Antoine me fait déjà quelques petits signes discrets. Donc, pour dire effectivement ici que l'indépendance syndicale et l'indépendance nationale, ça a quelque chose à voir, tout simplement à travers le cas de la CES. Quand on voit que la Confédération européenne des syndicats est à la fois un moyen de mettre les syndicats de lutte et de classe français sous la domination de la Commission de Bruxelles, qu'elle n'est rien d'autre qu'une courroie de transmission de la Commission de Bruxelles, et qu'on voit que par ailleurs, elle est aussi un moyen, à travers cette subordination donc, des forces syndicales, et bien tout simplement de faire passer en douceur dans le monde du travail la destruction de la France. Donc, lutter pour l'indépendance nationale, lutter pour l'indépendance syndicale, lutter pour l'indépendance politique de la classe ouvrière, tout ça, ça ne fait qu'un. Et pour finir, effectivement, lorsque nous aurons cette indépendance politique de la classe ouvrière par rapport au système capitaliste, par rapport à la social-démocratie, nous aurons reconstitué le vrai, le grand, le véritable parti communiste français dont j'ai fait partie pendant de nombreuses années, au sein duquel j'ai encore de nombreux amis et camarades, et bien entendu, ils sont représentés autour de la table, et qui, un jour ou l'autre, revivra nécessairement dans notre pays la renaissance communiste, la renaissance de la nation, la renaissance de l'internationalisme prolétarien, du syndicalisme de classe. C'est un seul et même combat. Par conséquent, donc, vive l'indépendance nationale, l'indépendance syndicale, vive la renaissance communiste, vive l'unité de tous ceux qui veulent sortir de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme.